d'être avec nous pour cette troisième table ronde organisée par ReSpace. ReSpace, je vous le rappelle, est le résultat de la rencontre entre trois acteurs français de l'aménagement, à savoir Morning, Faber Novel et Maisons et Objets. Aujourd'hui, on va parler de l'événement. Ah, j'ai oublié. C'est un métier, pardon, j'avais oublié d'allumer mon micro. Bonjour, donc je le répète. Merci d'être avec nous pour cette troisième table ronde ReSpace. ReSpace qui est la réunion de trois acteurs français de l'aménagement. Je vais donc les citer. Morning, Faber Novel, Maisons et Objets. Le projet ReSpace, c'est d'abord ces tables rondes pendant encore, il y en aura encore deux jusqu'au 8 juillet. Je vous donnerai tout à l'heure le programme complet. Et puis bientôt, chez Morning, rue du Caire, un espace où on pourra venir voir des innovations autour de l'aménagement. Mais je ne vais pas être trop long sur ce sujet. On va rentrer très vite dans le vif du sujet avec nos invités à cette table ronde, que je remercie d'abord d'être venus parce que j'imagine qu'ils sont tous très occupés. Tout d'abord, je vais me féliciter d'être pour une fois minoritaire. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Avec tout d'abord à mes côtés Anne Dumanoir, vous êtes directrice des ressources humaines chez BNP Paribas Real Estate. À vos côtés, Jean-Claude Bastien, directeur général délégué Nexity Solutions Entreprises. Alors, à ses côtés, c'est plus au mien, Emmanuel Léon, professeur à, attention, il y a 4 lettres, ESCP Business School. Et puis enfin, face à moi, Isabelle de Ponfilly, directrice de Vitra France. Avant de rentrer dans le sujet, quand même, il y a une époque, on disait aux gens d'où tu parles. Alors moi, j'ai envie de vous demander à tous, d'où avez-vous vécu le confinement? Comment avez-vous travaillé? Moi, je vais commencer par répondre à cette question. J'ai télétravaillé à Paris pendant tout le confinement. Donc, et vous, sauf les jours de RTT qu'il fallait prendre. Et vous, vous avez fait quoi? Oui, je suis restée à Paris également, enfin région parisienne. Avec télétravail tout le temps? On a eu une rotation au début dans les locaux pour l'équipe dirigeante et puis après on télétravail comme on dit. Très bien. Télétravail à Paris aussi, dans toute la durée du confinement. Et jour 1 du déconfinement, précipitation dans le bureau parce que le télétravail à la maison, je pouvais. Oui, alors moi, je suis partie à Amboise. Donc, j'ai eu la chance de faire partie des Parisiens qui ont quitté Paris. Et par contre, j'ai cumulé les enfants, la logistique et le télétravail à temps plein toute seule. Voilà. À Paris, à la maison, avec un voyage une fois par semaine au bureau pour donner rendez-vous aux jardiniers pour arroser les plantes. C'est une vraie serre. Et puis, sinon, à la maison, avec des rendez-vous très réguliers avec l'équipe. Alors, on sait on l'a beaucoup dit, que cette expérience du télétravail est unique. Encore en décembre dernier, une étude de la DARES parlait d'un phénomène, on parlait d'un retard français en matière de télétravail. Puis là, d'un seul coup, quasiment du jour au lendemain, on a eu 30, voire 40%. Ça dépend des sources, des salariés qui se sont retrouvés en télétravail. Comment vous expliquez que ce qui était impossible est devenu du jour au lendemain possible, c'est fait sans heurts, sans, je suis désolé pour les consultants en accompagnement du changement. Tout le monde s'est adapté et ça s'est plutôt bien passé. Comment vous expliquez ça? Qui veut prendre la parole? Allez-y. D'abord, on avait une petite répétition avec les grèves qu'on a eues l'hiver dernier. Donc déjà, la France était déjà mieux préparée que les autres pays parce qu'on avait l'habitude de travailler à la maison pendant quelques semaines. Donc ça a été en fait une répétition intéressante dont on a tiré profit. Et en même temps, on n'avait vraiment pas le choix. C'est-à-dire que ça a été brutal, violent, on n'avait pas le choix. Donc toutes les entreprises, je pense, ont suivi. Et aussi, les outils que nous avons aujourd'hui permettaient ce télétravail. Si on avait eu cette crise il y a 10 ans, ça aurait été une vraie catastrophe parce qu'on n'avait pas de portable, de réseau, etc. Ouais, je pense qu'il y a un degré, le sens de l'urgence, c'est comme tout changement, on ne bouge que lorsqu'on a intérêt à changer les choses. Donc c'est vrai que cette crise, ce confinement, ça a été un accélérateur de changement en termes de digitalisation. Les derniers freins au télétravail ont sauté. Maintenant, c'était un télétravail très particulier, on pourrait y revenir. Mais clairement, c'est l'intérêt de chacun à vouloir faire bouger les choses. Alors oui, ça s'est passé effectivement sans heurts parce que tout simplement, on avait quelque chose qui dominait tout. C'était la peur de l'épidémie. Et donc, je crois que votre micro ne marche pas. Si, ah bon, pardon. Il faut que vous parliez bien en face. Voilà, pardon. Oui, ça s'est passé. Plutôt bien passé basculement en télétravail parce qu'il y avait quelque chose qui dominait tout, qui était la peur. Premièrement, puis la deuxième chose qui dominait tout, c'était le fait de pouvoir faire fonctionner les entreprises. Moi, il y a une statistique qui m'a marqué pendant cette période, c'est 80% des gens qui étaient en télétravail avaient peur pour l'avenir
50% d'entre eux avaient peur pour leur avenir à eux personnel. Donc, à partir de là, être en télétravail, on s'en accommodait facilement parce qu'il n'y avait pas de choix. Et Emmanuel Léon? Alors, moi, je suis un peu en décalage par rapport aux 3 autres personnes. La première chose, c'est que je ne pense pas que nous ayons vécu du télétravail. On a vécu autre chose. On l'a vécu, comme le disait Anne, sous la contrainte. Donc, on n'a pas eu le choix. Je rappelle que le télétravail, jusqu'à récemment, on avait le choix. Donc, on est bien sur complètement autre chose. Et puis, on pourra revenir sur cette expérience puisqu'elle n'a du coup strictement rien à voir avec un télétravail un petit peu organisé. Et puis, vous avez l'air tous de penser que ça s'est bien passé. On a de tout, on a de tout, et aujourd'hui on est en train de récupérer des gens qui effectivement du fait de l'épidémie, etc. Alors ok, on est en déconfinement, mais on a eu des gens qui ont été traumatisés, on a eu des gens qui ont peur, on a des gens qui ont encore peur aujourd'hui, on a une inflation des risques psychosociaux, on a une inflation de la surcharge de travail. Ça s'est pas bien passé pour tout le monde. C'est ça que je voudrais mettre en avant. Donc, on a réussi à le faire. On a réussi à maintenir une certaine productivité, quoique les chiffres aujourd'hui sur la productivité des entreprises sont un peu à prendre avec précaution. Mais je ne suis pas sûre que le ressenti général soit si positif que ça. Mais quand même, quels étaient les obstacles qu'il y avait avant, peut-être vous, dans vos organisations ou des gens avec qui vous travaillez? Pour quelles raisons on avait quand même ce retard français en matière de télétravail? Quand on comparait aux pays d'Europe du Nord, aux pays anglo-saxons, c'était flagrant. Qu'est-ce qui bloquait? Oui. Alors, je pense déjà, on a en France une culture assez hiérarchique. Ce qui n'est pas forcément le cas des pays anglo-saxons. Donc, en fait, il y avait toujours un peu cette crainte, cette défiance de est-ce que la personne en télétravail va vraiment être efficace, va vraiment travailler, et aussi la peur des personnes d'être isolées, d'être coupées de ce lien social. Parce que l'entreprise, c'est un lien social, c'est une intelligence collective. C'est pour ça que le télétravail, on a mis, là, en 2 mois, on a fait un bond de 10 ans dans l'acceptation du télétravail, mais de part et d'autre, de la part du management aussi bien que des collaborateurs. Jean-Claude Bastien? Non, mais c'est bon, et s'il est allumé, c'est bon. Alors, sur le sujet, effectivement, je partage totalement le fait, on a répondu à la question aussi, comment on a pu basculer aussi dans le télétravail, qui était en fait le home office contraint. Donc, je partage totalement le point de vue que ça ne s'est pas bien passé pour tout le monde, parce qu'il y a en vérité un angle mort du télétravail. On a l'impression que tout le monde a télétravaillé. Ce n'est pas vrai. C'est 1/3 des salariés. Donc, 2/3 des salariés, 12 millions de personnes n'ont pas télétravaillé. 18 millions de personnes n'ont pas télétravaillé. Il y a 12 millions de personnes qui ont été au chômage ou en absence justifiée. Chômage partiel ou en absence justifiée. Il y a 6 millions de personnes qui ont pris le risque, qui n'avaient pas le choix, d'aller travailler tous les jours. Et on a abondamment de littérature et de commentaires sur ce qui s'est passé pour 1/3 de salariés. Il y a un étonnant silence pour ce qui s'est passé pour 2/3 de ceux qui n'ont pas télétravaillé. Anne du Manoir? Je pense que les résistances avaient été la partie managériale, avec faire confiance, responsabiliser, et donc ça, forcément, contraint et forcé, ça, on voit que ça fonctionne, et je pense que le ciment de chaque culture d'entreprise, quand il était bon, a permis justement que ça se passe du mieux possible dans un contexte particulier. Et puis il y a le côté latin par rapport aux pays nordiques, on n'a pas la même approche, donc pas la même culture, et donc c'est vrai que le lien social, les interactions physiques sont importantes. Et je pense qu'on le voit d'ailleurs pour ceux qui ont commencé à remettre les pieds dans les locaux, où il y a quand même ce plaisir de se retrouver et d'avoir à nouveau des échanges. Merci. Je donne tout de suite la parole. Je rappelle juste aux personnes qui nous regardent en ce moment qu'elles peuvent nous poser des questions via l'appli Zoom et que nous pourrons à ce moment-là prendre vos questions, soit à la fin de la conversation, soit au fur et à mesure. Voilà. N'hésitez pas à intervenir. Je ferai tout mon possible pour prendre vos questions. C'est à vous, Emmanuel Léon. Oui, alors juste 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, retard français dont on a beaucoup parlé, puisque malgré certains chiffres un peu optimistes, les enquêtes sérieuses parlaient de 3 à 6% de télétravailleurs réguliers, etc. Ouais. Donc 13 ans de ça, du potentiel, puisqu'on estimait déjà à 25% le nombre de personnes qui pouvaient télétravailler à temps partiel sans que ça pose de véritables problèmes sur leur activité. Alors comment on peut expliquer ça ? Eh ben, c'est un peu en lien. Alors oui, il y a des questions de culture managériale, etc. Mais c'est que quand même, globalement, en France, le travail pendant très longtemps, et c'est encore un peu le cas, c'est quand même du temps que je passe dans un lieu. Et quand vous regardez nos contrats de travail, ce qu'on précise très souvent, c'est combien de temps on est censé passer dans quel lieu. Et ce lieu, c'est rarement la maison. Donc, on a quelque part ce prisme juridique, mais également du coup qui s'est décliné dans les pratiques managériales de si je suis au bureau, je travaille.
Et excusez-moi, mais pour certains managers, si je télétravaille, c'est peut-être que je travaille devant la télé. Donc, ça posait différents problèmes. Il y avait quand même déjà avant des salariés nomades, par exemple. Le salarié nomade, il travaille sans être au bureau. Alors, pour compléter, le télétravail, c'est un sujet sur lequel on assène beaucoup de vérités sans éléments objectifs. Et pourtant, là, il n'y a jamais eu autant d'études sur le sujet. Oui, justement, maintenant. Et les études, attention, il y a des études qui ont souvent un biais marketing. Et puis, il y a des études qui sont faites dans un cadre sérieux par les chaires que Madame représente ou la chaire de l'ESSEC, et qui sont des études faites par un corps professoral avec une méthodologie, etc. Donc, il faut regarder les chiffres avec un œil critique. Pour autant, juste des statistiques, avant Covid, nous étions un des derniers pays européens en termes de télétravail. Le pire que nous, c'était l'Italie. Ensuite, les pays nordiques, c'était 4 fois plus que la France. Premier élément qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, le deuxième élément qu'il faut avoir à l'esprit, les entreprises qui ne pratiquaient pas le télétravail considéraient à 95%, lorsqu'on les interrogeait, que ce n'était pas adapté à leur secteur d'activité, purement et simplement. Et ensuite, pour les cadres dirigeants, 60% des cadres dirigeants français considéraient qu'il était impossible d'encadrer des collaborateurs qui étaient pour partie au bureau et pour partie en télétravail. Et donc, ils étaient opposés au télétravail. Et donc, si je vous suis et que je pousse la logique, ce qui s'est passé là, c'est que des cadres dirigeants ont télétravaillé et donc voient qu'on peut le faire. Ils ont basculé. Ils ont basculé, effectivement. Ça a changé. Et surtout, tous les secteurs ont été concernés, presque tous les secteurs ont été concernés. Donc, du coup, ça a fait tomber les barrières mentales au niveau des directions d'entreprise. Anne du Manoir. Tout le monde était en télétravail, ce qui est une situation très atypique, puisque, comme le précise Jean-Claude, la plupart du temps, il y a un mixte de personnes au bureau et un mix de personnes soit nomades, soit en télétravail, parce que le télétravail, je pense qu'il faut être plus large que le télétravail. Justement, s'il y a eu ce changement, c'est qu'il y a dû y avoir un changement. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a eu un switch on-off, plutôt off-on? Est-ce qu'on a allumé d'un seul coup et les managers ont appris à gérer les salariés en télétravail? C'est quand même une vraie question. On nous dit ce qui empêchait, c'était la culture. J'ai toujours entendu dire que ce qui avait de plus compliqué à changer, c'est une culture. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas claquer des doigts, mais la culture a changé. Oui, donc c'est une question de confiance, c'est-à-dire qu'une confiance mutuelle, c'est absolument nécessaire, et garder le lien avec les équipes. C'est-à-dire que, par exemple, pour notre part, tous les jours, on avait des rendez-vous fixes, à heure fixe. Comme ça gardait ce lien qui est absolument nécessaire avec l'équipe. Parce qu'en fait, pourquoi allons-nous au bureau? C'est pour l'intelligence collective, pour ce rite aussi d'aller au bureau. Donc, quand vous allez au bureau, vous vous habillez différemment, vous parlez différemment, vous avez une attitude différente. Et ce qui est très amusant, c'est que après-crise, on se rend compte qu'on a du mal à rentrer dans certains carcans. Et je pense que c'est une crise qui va absolument bouleverser l'avenir de façon évidente. C'est anecdotique, mais le nombre de personnes qui m'ont dit « j'ai remis un pantalon », c'est très étrange. Mais je vous assure, c'est pas une blague. Je pense que ça a été particulièrement difficile pour les managers de proximité cette période. Vous les avez accompagnés, vous, par exemple? Oui, alors nous, on a proposé un certain nombre de formations à distance sur notre plateforme Real Estate Academy. Que vous avez donc monté en urgence? Alors, qu'on venait de lancer en janvier, donc ça tombait bien. Et donc, avec un certain nombre de programmes de micro-learning, de capacité de comment gérer à distance, comment faire face à des situations aussi difficiles, voilà. Donc, on a également proposé une cellule psychologique pour les personnes qui le souhaitaient. Mais je pense que la difficulté pour le manager de proximité, c'était en plus de la charge de travail, en plus des sujets familiaux quand ils avaient une famille à gérer, d'ajouter justement des rendez-vous très systématiques et peut-être plus systématiques que lorsqu'ils sont dans un open space où on se croise. Et donc, il y a moins ce côté très structuré, très organisé et qui peut manquer un peu de spontanéité. Et donc, les retours qu'on a eus, c'est que ça a été intéressant, mais ça a demandé beaucoup d'énergie pour garder l'impulsion, pour garder le moral des troupes. Ça a demandé beaucoup plus d'engagement de la part du manager de proximité. Est-ce que… allez-y, je vous donne la parole, Emmanuel Léon.
C'est-à-dire que nous également, à l'ESCP, en partenariat avec SkillFirst, on avait monté une formation sur le management à distance à l'automne, qu'on a donc ouverte gratuitement pendant toute la période du confinement à tous les managers qui souhaitaient la suivre, parce qu'on voyait que toutes les écoles de par le monde, on essayait tous de participer d'apporter notre petite contribution à ce qui est en train de se dérouler. Pour autant, je voulais revenir. Est-ce qu'elle a été beaucoup téléchargée, pardon ? On a plus de 7000 personnes qui l'ont suivie sur les quelques semaines où elle a été ouverte. Bon, maintenant, elle n'est plus gratuite, donc je ne l'ai pas suivi encore les chiffres. Je pense qu'évidemment, il risque d'y avoir un petit impact. Mais avec plus de 1000 personnes qui sont allées jusqu'au bout, qui ont donc obtenu le certificat, ce qui pour une formation complètement en ligne est plutôt un très bon résultat. Je voulais rebondir sur ce que vous veniez de dire. Vous avez effectivement des managers qui ont compris qu'il fallait manager autrement, qu'on ne pouvait pas faire la même chose à distance et au bureau. Pour autant, vous avez aussi deux autres types de managers que moi j'ai étudiés pendant ce confinement. Vous avez celui qui a tout fait pour faire comme si on était au bureau, même rythme de réunion, en gros un management… qui a remis des horaires. Oui, qui à 8h30 faisait la petite réunion café alors que c'était peut-être pas le meilleur moment pour tout le monde, etc. Qui à 17h30 allait remettre une petite réunion pour voir ce que les gens avaient fait et qui allait garder le même rythme de réunion alors qu'on sait très bien que on sait aujourd'hui, mais on le savait avant, que la réunion distancielle est quand même beaucoup plus fatigante et demande une autre organisation que la réunion physique. Et pour autant, moi, j'ai vu beaucoup de managers qui enchaînaient les réunions comme s'ils avaient été au bureau. Donc, un épuisement total. Et puis, vous avez un autre type de manager, il faut aussi parler de ceux-là, qui se sont dit « Oh là là, mes équipes sont à distance, quelle angoisse ! Je n'existe que par mes équipes. Si elles ne sont pas là, à quoi je sers, moi, en tant que manager ?» Et donc, vous avez eu aussi une tendance très forte à une accélération du micromanagement, du suivi de très très près des activités. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a un secteur qui a fait un vrai boom, c'est les logiciels de télésurveillance. C'est-à-dire qu'en France, on est protégé, alléluia, mais aux États-Unis, vous avez des gens qui, toutes les 10 minutes, il y avait une photo d'eux et puis une photo de leur écran pour s'assurer que ce qui se passait au niveau de l'écran correspondait bien à ce qu'on voulait au niveau du travail. Donc, le télétravail, à nouveau, il a été vécu de manière très différente en fonction aussi des cultures et de ce qu'on peut faire ou pas au niveau légal. Jean-Claude Bastien. Encore une fois, je partage ce que vient de dire Emmanuel. Et d'ailleurs, moi, j'ai lu attentivement l'étude qui vient d'être publiée par la chaire Workplace de l'ESSEC. Et ce que vous dites ressort aussi dans cette étude. Et je crois qu'il y a effectivement un sujet qui va être majeur, qui va devenir majeur très vite. C'est qu'en réalité, si on va vers plus de télétravail, il va y avoir une révolution managériale à faire. Parce que l'attente des collaborateurs, ce qu'ils ont appris pendant ce temps de travail à distance forcé, ce qu'ils ont appris, c'est l'autonomie. Quelle que soit la surveillance, quel que soit le comportement de le manager, ils ont appris à gagner plus d'autonomie. Et une des leçons de la chaire Workplace de l'ESSEC, c'est de montrer de manière statistique que l'attente après crise des collaborateurs, c'est plus d'autonomie. Et donc, il va falloir que les cadres apprennent à gérer ça. Et deuxième chose qu'ils vont apprendre à gérer, si on va vers plus de télétravail, ils vont devoir apprendre à gérer des équipes qui sont présentes et des équipes qui sont à distance. Ça paraît une évidence, mais moi qui le vis tous les jours aujourd'hui, ce n'est pas la même chose d'être tous derrière un écran que d'être certains en présentiel et d'autres derrière un écran. Le management ne se fait pas de la même façon. Alors, qu'est-ce qui change L'exaspération, très vite. Très vite, parce que les interactions ne sont pas possibles entre ceux qui sont assis là et avec qui je vais pouvoir faire des commentaires sur ce qui se dit et avoir une idée qui va germer parce qu'on se parle. Et puis ceux qui sont là, derrière l'écran, qui n'ont pas accès à cette interaction. Que j'ai accès comme ça, moi. Oui, c'est pas suffisant. Allez-y, tapez vos questions. Vous allez voir que l'interaction n'est pas la même. Et cette créativité en action des équipes, cette créativité collective, on prend conscience qu'elle est freinée lorsque les équipes ne sont pas sur le même plan. Alors, par exemple, moi, je pense à une entreprise américaine que j'ai interviewée, je crois, en début de confinement, dans le cadre de mes autres activités, qui disait qui pratique le télétravail depuis très longtemps et qui dit que tout le monde fait son petit mode d'emploi pour que chacun sache s'il faut mieux m'appeler comme ci, comme ça, à telle heure, comment je travaille. Ça, par exemple, c'est une bonne pratique qui vous semble intéressante, Emmanuel Léon, par exemple? Ça me paraît une pratique essentielle. Il va falloir, en fait, en télétravail, vous êtes obligé de rendre l'implicite explicite. C'est-à-dire que tout ce qui se fait effectivement de manière un peu spontanée, etc., parce qu'on s'ajuste les uns aux autres, là, il va falloir expliciter. Voilà, je m'appelle Emmanuel, je suis dans le micromanagement, j'ai besoin que vous mettiez en copie de tous les mails que vous faites. Il va falloir que j'accepte le fait que je suis comme ça et que je le communique aux équipes.
Parce que le pire, ce serait de dire non, moi j'ai appris à manager autrement. Et en fait, comment ça se fait que j'ai pas été en copie du mail B1825 voilà. Donc, il y a un moment, il va falloir expliciter comment est-ce qu'on veut fonctionner. Alors, comme on parle beaucoup de la chaire Workplace, je suis obligée de préciser qu'avec BNP Paribas et Bivouac, on a monté une chaire qui s'appelle Reinventing Work à l'ESCP. On a signé en décembre et on est sur tous ces sujets justement de transformation du travail. Et on s'interroge, au-delà du télétravail, sur la notion de flexibilité. Parce qu'effectivement, le télétravail, aujourd'hui, c'est quand même très codifié quand on y pense. C'est 1 jour, 2 jours. On a des entreprises qui disent aujourd'hui peut-être 3 jours, comment on fonctionne. Alors que la demande, elle est peut-être d'un autre ordre. Elle est peut-être d'une certaine flexibilité dans mon organisation. C'est peut-être pas le lundi, mardi, jeudi. C'est peut-être autre chose. Et on est en train, nous, d'étudier dans le cadre de cette chaire, finalement, comment est-ce que je raisonne entre ces différents espaces de travail. Qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que j'y fais des choses différentes ou pas? Comment est-ce que je me suis organisée? Est-ce que j'ai mis en place des rituels? Est-ce que j'ai mis en place des normes de comportement? Est-ce que les managers ont contractualisé, entre guillemets, parce que le management à distance demande plus de contractualisation? Est-ce qu'ils ont contractualisé avec leurs équipes comment ils voulaient fonctionner? Et on est également sur tous ces sujets-là. Anne, vous voulez répondre? Oui, je pense que la notion de travail est très franco-française, si je peux me permettre, parce que dans 15 pays, on a quand même déjà cette habitude de travailler avec des équipes matricielles dans différents pays. Donc, de facto, ils sont à distance. Donc, c'est plus une question d'approche hybride, de savoir en effet entretenir les échanges, l'interactivité, la spontanéité avec un mixte distance et présence physique. Mais au-delà de la notion de pour nous, dans notre culture française, où la culture du management, c'est une culture de l'expertise. Et ça, c'est une vraie différence avec le monde anglo-saxon ou le monde asiatique, où dans le monde anglo-saxon, on est plus dans la créativité, gestion de la créativité et gestion de la performance. Et dans le monde asiatique, on est plus sur le mode collaboratif. Et donc, en France, la culture managériale de l'expertise et du contrôle, c'est une culture qui va se trouver effectivement beaucoup remise en cause par une évolution de plus de télétravail. Et une dernière chose que je voudrais ajouter sur le sujet, parce que moi, je l'ai vu physiquement en étant en retour au bureau, j'ai vu arriver les autres cadres progressivement et j'étais frappé de leur état de fatigue. Frappé de l'état de fatigue physique et psychologique des cadres qui revenaient dans les bureaux. Mais là, justement, c'est difficile, c'est ce que vous disiez vous-même tout à l'heure, je crois, c'est difficile de savoir la part qui est due au télétravail, la part qui est due à la situation à l'époque, à ce virus, où il y avait une angoisse générale, enfin un virus, même une pandémie. C'est quand même très compliqué. Il y a de quoi être fatigué par rien. Il y avait les deux, mais encore une fois, quand vous êtes habitué à un mode managérial et que vous basculez brutalement vers un autre, vous avez des responsabilités à assumer, vous les assumez dans un cadre culturel qui est le vôtre, et brusquement, tout ça se trouve bousculé. Forcément, ça a beaucoup pompé d'énergie des encadrants. Ça, c'est un premier élément. Juste une question à ce sujet-là. Moi, ça fait des années que je lis que plus personne ne va être manager dans les entreprises, que c'est de plus en plus difficile d'avoir des candidats managers, que c'est plus aussi évident qu'avant. Si on leur retire en plus ce pouvoir-là, j'ai envie de dire, qui va vouloir être manager ? Peut-être que les équipes vont aussi apprendre à plus s'auto-gérer dans des cadres définis, dans des règles de collaboration définies par le management, et que le management sera plus effectivement dans l'accompagnement, dans la fixation des objectifs et la mise en œuvre des process qui permettent d'y arriver, et dans l'animation d'équipe. L'animation d'équipe, c'est une grosse attente des collaborateurs, c'est effectivement d'avoir une animation. Alors, je vous donne la parole, mais je réagis parce que là, j'ai des questions qui arrivent. Il y a quelqu'un qui me dit plutôt qu'un manager qui explique comment il veut travailler, c'est un travail en équipe à faire pour que l'équipe décide du mode de fonctionnement au regard des contraintes et enjeux. C'est donc une aubaine pour les organisations apprenantes. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est de plus en plus une approche en mode projet. On voit bien, il y a un sujet d'ailleurs, le côté équipe, le management, de plus en plus de sujets transverses à travers différents pays. Donc, ça change le prisme du management. En effet, c'est plus chef d'orchestre. Je réunis toutes les compétences, les différentes expertises dont j'ai besoin pour faire avancer le projet. Je donne le cadre, je donne le tempo. Donc, c'est une approche en effet
plus collaborative, avec un objectif de réalisation d'un projet. Isabelle. C'est vrai qu'il faut beaucoup plus d'autonomie et il faut donner, comme je le disais tout à l'heure, cette confiance parce que les gens sont quand même seuls chez eux. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est l'aménagement des lieux, que ce soit à la maison ou au bureau, qui est très important. Alors justement, j'en profite, j'ai une question, hein, je réagis pour donner plus la parole, pour essayer d'enrichir l'interaction. Il y a quelqu'un qui me dit, si on va vers plus de télétravail, dans quelle mesure les employeurs seront-ils disponibles à intervenir dans les coûts qu'engendre le télétravail, Internet, électricité, etc. Et dans quelle mesure vont-ils proposer à leurs employés une chaise ergonomique au bureau pour leur télétravail? Alors, vous êtes en lien avec cette personne. Oui, tout à fait. En fait, tout dépend des conventions collectives et des accords d'entreprise pour ce sujet purement légal. C'est au cas par cas. En revanche, nos délégués du personnel vont être contents parce qu'ils m'ont demandé pour certaines personnes un siège de bureau pour la maison. J'avais dit oui, mais on a passé le gros du télétravail. En fait, je vous annonce que ceux qui veulent auront un siège de travail parce que, en fait, même si on travaille une demi-journée en télétravail, on a besoin d'être bien assis. Ça, c'est la base. Et beaucoup de personnes ont souffert de maux de dos parce que justement, elles étaient mal installées. On ne peut pas travailler sur un siège fixe, sans réglage en hauteur, sans soutien du dos. Et ça, beaucoup de personnes en ont souffert. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, encore une statistique, parce que moi, j'aime bien les choses objectives. 30% des gens qui ont télétravaillé ont déclaré souffrir physiquement et psychiquement à l'issue du télétravail. Donc, il y a effectivement un vrai sujet d'accompagnement là-dessus. Mais en fait, il y a peut-être à penser un peu plus loin, parce que est-ce que le domicile doit vraiment devenir l'alternative au bureau? Quand même, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un équilibre à réinventer à la maison. L'équilibre de la vie de famille, l'équilibre de la gestion de l'autre télétravailleur. L'autre télétravailleur, ça peut être son conjoint qui télétravaille aussi. 54% des télétravailleurs étaient plusieurs à télétravailler à la maison. Donc, on bouleverse complètement l'économie de la maison et ça me paraît un sujet sur lequel il faut faire extrêmement attention. Deuxième point, on oublie l'histoire sociale. Le travail à domicile, on l'a déjà connu au 19e siècle. Et c'était les ouvrières qui étaient à la maison, qui travaillaient à la tâche, étaient payées à la tâche. Est-ce que c'est un modernisme de revenir au travail à la maison? Je ne suis pas convaincu. Alors, je vous prête mon micro parce qu'il paraît qu'on vous entend mal. Je suis désolé. Sans ces temps de confinement, on va faire attention. On va regarder à distance. Oui, donc moi, je pense qu'il faut réinventer un modèle hybride, d'avoir des locaux, les locaux classiques, siège social, etc., des tiers-lieux qui puissent accueillir les salariés aussi proches de leur domicile, parce que derrière la notion de télétravail, c'est aussi un gain de temps et un gain de fatigue. Et puis, pour ceux aussi qui ont l'espace, parce qu'il y a aussi des contraintes d'espace, d'organisation personnelle, d'avoir la possibilité de rester, de travailler de chez soi. Mais je pense qu'il faut réinventer sous forme de modèles hybrides avec une certaine flexibilité. Allez-y. Il ne faut pas oublier non plus le gain d'énergie. Parce que moins on se déplace, moins on pollue. Donc, c'est aussi un sujet qui peut permettre de régler une partie de la pollution que nous créons. C'est-à-dire que il y a un enjeu d'importance. Justement, sur cette question des espaces, là, on est aujourd'hui dans un tiers-lieu. Vous croyez au développement des tiers-lieux dans les mois qui viennent pour qu'on fasse un télétravail autrement? Comme vous disiez à l'instant, que le domicile ne devienne pas le deuxième bureau. Emmanuel Léon, par exemple, vous êtes allé dans des tiers-lieux à Amboise? Oui, mais écoutez, j'ai eu la chance d'assister à l'ouverture du premier espace de coworking à Amboise, le QG, donc un espace de coworking extrêmement agréable dans lequel j'ai pu m'installer avec beaucoup de joie parce que je n'avais pas beaucoup de réseau, parce qu'on parle de fracture numérique, mais voilà, on est là à Paris avec la fibre, etc. Quand on la vit réellement, ça pose un certain nombre de petites contraintes qu'on n'a pas évoquées techniquement, qui sont quand même présentes. Je pense que sur les territoires, effectivement, avoir des endroits où on va pouvoir aller travailler de manière efficace en étant en proximité de son domicile, ça peut booster très largement toute cette idée qu'on a toujours eue d'éviter que Paris soit aussi omniprésent dans les décisions immobilières. Donc,
Je crois au développement. Cela dit, on a quand même beaucoup d'espace aujourd'hui de coworking. Donc, il va aussi y avoir une régulation du marché. Et puis, on en parlait juste avant, différents types d'espaces de coworking. On a du très haut niveau, entre guillemets. On a de l'espace de coworking qui, au contraire, se veut très cheap pour des gens qui n'ont pas tout simplement les moyens ni de travailler à la maison, ni d'avoir un bureau. Donc, on va avoir une palette et puis une régulation des différents acteurs. Donc, aujourd'hui, ce serait dur de dire exactement à quoi ça va ressembler demain. Je voudrais juste rebondir sur 2-3 choses par rapport à ce que vous avez dit. Sur le management à distance. Alors, on peut prendre les grilles. Là encore, j'aime bien parce que je rebondis sur ce que je reçois en même temps. Ça m'amuse. Il y a quelqu'un qui me dit « J'ai l'impression que l'on redécouvre le management à distance depuis plus de 20 ans, depuis l'invention de la conférence téléphonique, du partage d'écran. Souvenez-vous, NetMeeting sur Windows 98, c'est quelqu'un qui est très précis, de la webcam et de l'entreprise globalisée. Les managers des multinationales vivent le management à distance au quotidien. Pourquoi n'en a-t-on pas tiré parti ?» Alors, c'est une excellente question et ça revient. Toutes les questions sont excellentes. Excusez-moi, parce que là, je vais me faire 400 et demi ou à peu près, ou 400. En fait, vous aviez, et c'est ce que vous disiez, Anne aussi, on est sur des équipes de plus en plus projets. On est sur du management hiérarchique, fonctionnel, par projet. Voilà. Donc, le monde de l'entreprise, il a changé et c'est vrai que globalement, faire partie d'une équipe virtuelle qui travaille à travers différents continents, différents espaces, différentes langues, différentes cultures, vous interrogez, ça faisait partie du quotidien. Et pour autant, quand on parlait de télétravail, même à temps partiel, on avait cette espèce de repli. C'est-à-dire, on acceptait très bien que dans certains contextes, il y ait ce travail à distance, mais je vous rappelle que c'était un travail à distance avec des gens qui étaient quand même dans les bureaux de l'entreprise. Donc, quelque part, psychologiquement, on l'acceptait mieux. Il y a même des entreprises qui avaient des départements outsourcés en Inde et qui ne pouvaient pas avoir un salarié qui travaille à 10 km. Complètement. Et alors là où je voudrais juste, un autre point qui me semble important, c'est que le travail n'est pas égalitaire. Le télétravail n'est pas non plus égalitaire. Donc, ne mélangeons pas, quand on dit les télétravailleurs, on a l'impression qu'on parle d'un grand pool où on serait tous logés à la même enseigne. Dans le monde, il y a, enfin, je vais caricaturer, mais en gros, vous avez quand même le télétravailleur que vous vouliez acquérir, donc vous lui offrez du télétravail, où il vous en demande, et vous dites, mais bien sûr, comme ça, vous restez formidable, je vous installe une chaise ergonomique, etc. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, vous avez aussi les gens à qui on dit, alors, on n'appelle pas ça du télétravail, mais en tous les cas, ils vont travailler chez eux, ils vont travailler à la tâche. Et en gros, ils ne valent pas le prix du mètre carré qu'ils occuperaient autrement. Donc, sous ce label de télétravail, on a exactement la même confusion que sur d'autres labels. On ne parle pas des mêmes personnes. Le télétravail n'est pas égalitaire. Avant de poursuivre, je prends la question de Gaspard. Je vais donner les prénoms comme c'est un peu impersonnel de dire de quelqu'un. Je ne sais pas si les gens veulent bien qu'on cite leur nom, donc je vais au moins donner leur prénom. Là, il y a Gaspard qui nous dit on parle beaucoup de travail à la maison, mais est-ce vraiment ça le télétravail? N'est-ce pas plutôt un mix entre le home office, interlieu et le bureau? Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ça au moins? Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que ce qu'on a vécu, ce n'est pas vraiment du vrai télétravail? Non, c'est du travail à domicile contraint. Donc, ce n'est pas du télétravail par définition. On était hors cadre des accords collectifs. On était dans le code du travail. Je rappelle qu'on dit souvent que l'épidémie n'était pas prévue. Le code du travail prévoyait, je crois que c'est l'article L1222 du code du travail. C'est pas moi qui vous contredirai. Qui prévoyait en cas d'épidémie que le télétravail soit un mode d'organisation du travail. Donc, on n'était pas hors cadre légal. Par contre, on était hors accord collectif, et tout simplement, on n'avait pas le choix. Donc, ce n'était pas du télétravail. Donc, là, pour répondre à l'interpellation, je crois qu'il est effectivement impératif d'imaginer une continuité entre le domicile, le bureau et des tiers-lieux. Et sur le sujet, il ne faut pas se mentir, on n'y est pas du tout. Il y a 1700 tiers-lieux en France, 1700 sur tout le territoire. Et les espaces où on peut accueillir plus de 200 personnes dans un tiers-lieu, ils sont tous en métropole et en centre-ville. C'est des espaces comme celui dans lequel nous sommes ou ailleurs. Ce n'est pas le cas des périphéries. Donc, il y a effectivement quelque chose à inventer dans les villes moyennes et d'imaginer, pas loin, à distance raisonnable du domicile, des espaces qui soient professionnels et qui permettent d'accueillir des gens qui sont en situation de travail à distance choisi. Ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir à en implanter, vous, en tant que Nexity ou pas? C'est quelque chose sur quoi vous travaillez? Bien sûr que nous y travaillons. Nous y travaillons parce que c'est une obligation. Lorsque nous faisons le métier qui est le nôtre, d'opérateur de services immobiliers, il est impératif de comprendre et d'anticiper les besoins des utilisateurs. Et les utilisateurs, c'est les utilisateurs finaux, c'est les salariés. Donc, il faut comprendre quels sont ces besoins pour essayer d'anticiper. Ce n'est pas facile à concevoir parce que
gérer un réseau de tiers-lieux qui ne soit pas en centre-ville et qui soit du coup plutôt petit, 100, 200 mètres carrés, 15, 20, 30 postes, la rentabilité n'est pas évidente. Oui, donc le modèle, faut un prix attractif en plus. Donc le modèle, absolument. Et le prix attractif, c'est le prix qui soit à l'heure le prix d'un peu plus que d'un café. Et donc, il faut travailler le sujet, il faut inventer un modèle économique différent. Et effectivement, nous travaillons sur ce sujet-là avec un projet qui s'appelle Mini Bureau. Et c'est un projet que nous espérons faire aboutir prochainement. Alors, Isabelle de Pamphilj. Moi, je peux témoigner parce qu'on a plusieurs projets en cours. On a des demandes de clients qui veulent ouvrir des tiers-lieux à proximité des logements de leurs collaborateurs parce qu'ils ont établi des cartographies en disant, par exemple, dans telle ville, à tel endroit, plutôt que de faire 1 heure de transport, je peux installer un tiers-lieu dédié à l'entreprise. Donc, ce sont des tiers-lieux réservés à une entreprise. Et on a vraiment des demandes vraiment très importantes en ce moment. Et également des demandes de leasing de mobilier pour les entrepreneurs indépendants qui disent moi, je veux tout de suite être bien installé plutôt que d'acheter quelque chose qui ne coûte pas cher, qui va être nul. Et je n'ai pas les moyens de payer tout de suite, donc j'achète en leasing. Et on a à la fois des nouveaux revendeurs qui se sont créés autour de ce modèle-là et également des entreprises qui demandent des offres de ce sujet, chose qu'on est en train de monter. Emmanuel Léon. Oui, je pense que c'est effectivement extrêmement important parce que, comme vous le soulignez tout à l'heure, on n'est pas forcément la même personne au bureau et à la maison. Et le fait de juste pousser une porte pour brusquement passer d'un rôle à l'autre est loin d'être évident. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de passer 2h30 aller, 2h30 retour dans les transports, mais on a des études qui montrent qu'un minimum de sas, de décompression entre un univers et l'autre, c'est plutôt positif. Et ça m'amène à revenir à ce qu'on disait, on parlait au début d'autonomie et de confiance vis-à-vis des collaborateurs. Le télétravail, effectivement, quand il est pratiqué de manière vertueuse, il faut qu'on ait des collaborateurs compétents, parce que globalement, sinon, on va être obligé quand même de surveiller ce qu'ils font, et puis engagés, suffisamment motivés pour ne pas avoir besoin de les appeler tout le temps pour rebooster le moral. Mais il y a une troisième compétence. Qui, à mon sens, est insuffisamment développée ou pensée, c'est cette capacité à segmenter sa vie privée et sa vie professionnelle. Vous avez des gens qui y arrivent très facilement, d'autres pas du tout et qui s'épuisent à essayer de le faire. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Jean-Claude, c'est qu'on n'a pas vécu ça. On a vécu un travail à distance subi, contraint, avec tout le monde. Donc, clairement, là, la compétence segmentation, on pouvait l'avoir ou pas l'avoir, c'était juste impossible dans certains contextes de l'appliquer. Pour autant, vous avez des gens aujourd'hui qui ne veulent pas travailler chez eux parce qu'ils ont réalisé que très vite, ils allaient se faire déborder. Alors justement, sur ce sujet, on a vu quand même… je vous laisse ça parle. J'ai vraiment envie de réagir parce que deux sujets que j'ai notés. 75% des gens qui étaient en télétravail veulent revenir au bureau. Oui, mais en même temps, 75% veulent continuer à télétravailler. Oui, non. Ils veulent revenir au bureau et ils veulent plus de télétravail. Donc, ils veulent un équilibre. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, par rapport à ce que disait Emmanuel, c'est que lorsqu'on regarde les attentes des collaborateurs après crise, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent deux choses. Ils attendent de la sécurité sanitaire sur leurs espaces de travail, de manière massive, très massive, et ils attendent pour eux-mêmes un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Alors, donc, il y a un vrai sujet là qu'il faut qu'on adresse. Et puis enfin, on n'est pas hors sol quand même dans le monde du travail, par définition. On est dans la ville. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les élections municipales. Quel a été un des sujets majeurs des élections municipales partout, et notamment dans les villes moyennes? C'est la question de la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est pouvoir travailler, c'est pouvoir vivre à distance raisonnable de chez soi, et donc dans le rayon d'un quart d'heure. Inventer des espaces de tiers-lieux entre le bureau, le siège social et le domicile, ça répond à cette ville du quart d'heure. On est à la limite du sujet, mais c'est un sujet qui me passionne, donc j'ai juste envie de vous faire rebondir sur ça. Moi, je trouve ça terrible, cette ville du quart d'heure. La ville est un lieu d'ouverture et on va se réenfermer dans un tout petit périmètre, c'est affreux. Alors, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça. Alors, je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est pas comme ça que c'est présenté par les élus ou les candidats en ce moment. C'est plus le sujet. Nos villes sont en train de se vider. Les villes moyennes se vident. Ils ont perdu le travail. Les commerces étaient partis progressivement sur la périphérie des grandes villes, et donc ils avaient le sentiment que les villes moyennes étaient en train de se vider. Et donc, le vrai enjeu, c'est de réenchanter les villes moyennes et de ramener de la vie dans ces villes. Et donc là, on a cette idée de télétravail avec des gens qui peut-être pourraient travailler depuis ce qui aujourd'hui est leur résidence secondaire, qui deviendrait leur résidence principale peut-être. Ou dans des tiers-lieux, tout simplement.
Pour revenir quand même au cœur de notre sujet, qui est celui du télétravail, je voudrais vous demander, Anne Dumanoir, parce que vous êtes DRH, donc vous êtes, je pense, la bonne personne. Comment dire, ce qu'on voit derrière tout ça, c'est que finalement, il y a une demande des salariés d'avoir du sur-mesure. Alors, le principe de l'entreprise, c'est que c'est un lieu qui édicte des normes et qui met des règles pour les gens. Comment vous allez, parce que je pense que vous êtes vraiment au cœur du problème, à la fois créer des règles qui soient du sur-mesure. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez un paradoxe inextricable à résoudre. J'ai beaucoup d'empathie pour vous. J'espère qu'il est extricable. Clairement, a remis l'humain au cœur du système. On l'a vu, le sujet du well-being, le sujet de la santé, de l'attention aux autres a été clé tout au long du confinement et la sortie du confinement. Il y a vraiment, comme une attention très forte sur s'assurer des règles sanitaires, s'assurer de la santé, et ce qui a renforcé aussi, ce qui renforce l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire que quand on prône des valeurs et si au moment de ce type de crise, c'est pas suivi de faits, ça crée une distorsion. Là, nous, on a pu noter que l'attention qu'on avait eue vis-à-vis des salariés, les attentions en termes de règles pour les réunions, de se dire attention, il y a des conditions de travail très particulières, il y a des conditions de logement, des charges familiales à assurer. Faites attention à la façon dont vous assurez les priorités, vous définissez les priorités, dont vous définissez également la charge de travail. Tout ça a renforcé le fait que on mettait en application ce qu'on souhaite, ce qu'on affiche en termes de valeurs, à la fois la proximité, la bienveillance, l'empathie. Donc, pour revenir sur votre question, Christophe, c'est vrai qu'il va falloir jongler sur un cadre, quand même, déjà un cadre légal qui existe en France, oui. Qui est très fort. Ce qui est très important, c'est aussi d'associer les partenaires sociaux. Je pense que le dialogue est clé dans ce type de réflexion. Et puis, trouver cette agilité, cette flexibilité pour à la fois faire du sur-mesure et en même temps, on a un cap à suivre en tant qu'entreprise, des règles de vie collective, comme dans une classe d'ailleurs. J'allais dire, je vais faire le parallèle avec le corps professoral. Comme une table ronde, il y a des règles. Exactement, comme une table ronde. Voilà, donc c'est de trouver le bon curseur. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne à un sujet qui a été effleuré tout à l'heure et peut-être qu'on reparte dessus, qui est celui du bureau et de l'avenir du bureau. Qu'est-ce qu'on va venir faire demain au bureau? De ce que je lis, de ce que j'entends, alors là encore, c'est, je crois, tout à l'heure, vous, Emmanuel Léon, qui évoquiez cela, est-ce qu'on ne va pas aller vers des bureaux pour la classe créative, pour reprendre ce terme, puisqu'on dit finalement on va aller au bureau pour innover, créer, puis il va y avoir toute une partie des salariés qui sont en gros des salariés d'exécution des services à qui on va dire tes tâches de saisie, tu peux les faire à la maison au prix du mètre carré, on ne veut plus te voir. Est-ce que c'est un risque ça et comment on peut l'appréhender? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir parlé de classe créative, mais enfin… Ça, c'est moi qui l'ai dit, ça, c'est moi. Oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, le télétravail, là, vous avez tous évoqué cette idée qu'on s'est tous retrouvés, alors pas dans les mêmes conditions, mais dans la même situation. Donc, on a tous vécu cette situation, pas dans les mêmes conditions. Là, on va avoir du retour, qui rentre, pour quelles raisons. Et on a une vraie interrogation sur les mois qui viennent, qui est si je reviens au bureau parce que mon entreprise me l'impose pour faire quelque chose que j'aurais très bien pu continuer de faire à distance en étant rassurée, il va quand même falloir qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on m'a demandé de revenir. Donc, la question qui se pose derrière ça, c'est est-ce que j'ai le choix? Voilà. Je n'ai pas eu le choix. Là, j'ai vécu du travail à distance subi, pas choisi. Est-ce que demain, j'ai le choix de l'endroit où je vais pouvoir aller travailler? On est en France, on est dans un cadre légal qui quand même protège les salariés de plein de mouvances. Et moi, je dirais attention, y compris aujourd'hui les Américains qui sont quand même plus contractuels que nous en règle générale, disent attention, n'allez pas trop vite. Ne tirez pas des enseignements de cette crise une idée comme quoi le bureau n'est pas utile, nécessaire, parce que évidemment, derrière ça, il y a des notions d'économie qui commencent à apparaître. Et ils disent, on a vécu quelque chose d'unique, il faut en tirer des enseignements, mais ne pas aller trop vite dans la réflexion du bureau de demain. Donc oui, évidemment, là, ce qu'on est en train de faire tous ensemble, c'est fabuleux de se voir. Vous imaginez sur Zoom pour se passer la parole, pour réagir les uns par rapport aux autres, etc. Donc, c'est évident qu'il y a des situations et des contextes où la proximité est un plus absolu. Pour autant, quand on regarde en fait les attentes des gens,
Et ça revient… Vous prenez, je sais pas, prenez les religieux. Les religieux, ils avaient besoin de se concentrer dans leurs cellules et ils avaient besoin d'échanger dans le cloître. Et ben, ce besoin à la fois de pouvoir se concentrer et de pouvoir interagir, c'est les deux besoins primordiaux que vous retrouvez dans tous les espaces. Après, la question, c'est comment je l'organise, comment je le pense. Ça, effectivement, c'est les vrais enjeux de demain. Jean-Claude Bastien. On va abandonner le politiquement correct 2 minutes. Parce que ce que vous m'avez dit m'a un peu gratouillé. Désolé. Ça me rappelle quelque chose qu'on a eu sur toute l'époque après la crise de 2008 et le développement des startups, de l'esprit de startup, le développement des espaces de coworking. Et on a vu apparaître des bullshit jobs, les happiness managers, les choses de cette nature-là. Vous croyez sérieusement qu'on va aller vers les bullshit bureaux, les happening bureaux, où on va se retrouver pour boire un coup et pour se fêter un succès? C'est absurde. C'est pas là où on va. Et on peut pas aller dans cette direction-là. Le bureau, c'est quoi? C'est un endroit où on invente ensemble. C'est un endroit où on mène un projet collectif ensemble. Donc, ce qui se passe là en ce moment, ça nous amène à reconfigurer la façon de faire cet esprit commun, cette créativité commune. Un exemple très pratique, mais vraiment très pratique. Tout à l'heure, on a évoqué le sujet d'être à distance et d'être en présentiel. Je dis qu'aujourd'hui, les espaces collaboratifs dans nos entreprises ne sont pas adaptés. Oui, les salles de réunion, etc. Elles ne sont pas adaptées. Ce ne sont pas des salles où on se sent en immersion. D'accord ? Et donc, il y a un vrai sujet. Il faut adapter géographiquement ces salles. Il faut équiper ces salles différemment. Moi qui ai aussi travaillé en Asie, j'ai de la culture asiatique sur le sujet. Les salles de réunion, c'est des salles immersives. Ce n'est pas le cas en France. Isabelle de Bonfils, je vois le temps qui file. Pardon. Nous voir si c'est pas adapté chez vous. Nous, on peut l'adapter parce qu'on a quand même, on travaille sur le sujet. Bah oui, non, mais attendez, on est quand même. Alors, j'en profite pour rebondir et vous demander comment on peut rendre le bureau désirable. Tout à l'heure, Emmanuel Léon nous disait qu'il allait falloir expliquer aux gens pourquoi ils vont devoir venir au bureau faire quelque chose qu'ils peuvent faire chez eux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon, Christophe, ce n'est pas vrai. 75% des gens veulent revenir au bureau. Il n'y a pas à les convaincre. Le vrai sujet, c'est de leur donner ce qu'ils demandent en ayant le pouvoir de direction de l'entreprise, parce que l'entreprise n'est pas là simplement pour faire plaisir. Ah bon? On vient au travail parce qu'on a un salaire et qu'on a une mission à remplir. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent effectivement un meilleur équilibre. Et donc, ils demandent effectivement un peu plus de télétravail. Ils demandent plus d'autonomie. Donc, ce sont des choses qu'il faut effectivement trouver, à inventer. Mais en réalité, le retour au bureau est attendu par tous. Alors, moi, je veux bien rappeler, parce que Anne disait, on a enfin remis beaucoup plus l'humain au cœur du sujet. Le design, c'est l'humain au cœur du sujet. Donc, en ce qui nous concerne, ce n'est pas nouveau. C'est vraiment, dès qu'on crée, que ce soit petite boîte à outils, toolbox ou un siège ou une icône du design qu'on pense avoir créé hier alors que ça fait 50 ans qu'on le fabrique, c'est l'humain au cœur du sujet. C'est-à-dire donner de la meilleure qualité aux personnes. Et le mobilier est vraiment un outil de management qui apporte des solutions. Et on a en ce moment beaucoup de demandes de projets qui se sont transformés en augmentant la qualité. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une quantité, on va supprimer les espèces de bench répétitifs où les gens peuvent faire ces tâches chez eux et au contraire donner des aménagements beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accueillants, avec une qualité qui vont inspirer les habitants des bureaux. Je suis d'accord. Nous, on est en pleine réflexion sur notre futur siège et on a la chance d'avoir du mobilier Vitra, donc sur un de nos plateaux du siège actuel, et on voit justement le réaménagement avec des espaces collaboratifs, plus d'espaces collaboratifs, finalement des bureaux où on va poser son ordinateur plus petit dans l'absolu, mais pour laisser plus d'espace où on aura un modèle hybride avec des personnes à distance, une expérience en fait. C'est important de remettre du ressenti, de l'expérience pour encourager les interactions et la créativité à travers le mobilier, à travers le parcours aussi au sein des locaux. Vraiment un tout petit peu, parce que j'aurais donné quand même la parole aux gens qui posent des questions, mais allez-y. Un mot, Emmanuel Léon, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, là, on zoome beaucoup sur l'espace, sur le télétravail, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, tout ça, ça va s'inscrire dans un projet beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste penser le télétravail ou penser l'espace de travail. Il va aussi falloir penser
la culture managériale, les méthodes, l'organisation de l'entreprise. Si je télétravaille dans une petite équipe avec une équipe à peu près constante, créer la confiance, c'est facile. Si mon équipe change de 50% tous les 6 mois, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il y aura aussi des questions d'organisation, notamment au sein des grandes entreprises. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir une vision sur non seulement l'espace physique, l'espace digital. On n'en a pas parlé beaucoup, mais ça fait aussi partie demain de comment j'articule le physique et le digital. La culture, l'organisation, les méthodes. Voilà, je pense qu'on ne peut pas prendre que sous ce prisme-là. Il va falloir le prendre plus largement. Très court, Jean, s'il vous plaît. Très court. Il y a un éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé, et pourtant il est énorme. Le directeur financier. Il est dans les questions. Il est dans les questions. Alors, je vous la pose. On a une crise devant nous, et très franchement, pour beaucoup de dirigeants d'entreprise, réduire le nombre de mètres carrés fait partie des priorités. Ouais, donc Dominique nous disait la tentation est grande d'économiser des mètres carrés. Quelle place à la transformation des façons de travailler si le prétexte est avant tout économique? Si je vous entends bien, il ne faut surtout pas le faire pour gagner de l'argent. La vérité, encore une fois, n'est pas dans les excès. Dans la crise précédente, la crise financière, on l'a perdu de vue, mais le nombre de mètres carrés au moment de cette crise et 10 ans plus tard a été presque divisé par 2. Pour une personne au travail. On est passé autour de 18 mètres carrés à 9-10 mètres carrés. D'accord ? Et pourtant, on vit bien dans nos espaces. Donc, tout est dans la façon d'imaginer ces espaces. Et quand je dis on vit bien dans nos espaces, on s'est habitué à nos espaces. Il y a des espaces qui sont aujourd'hui rejetés. Par exemple, le flex office, c'est-à-dire arriver dans un espace où je n'ai pas le choix de mon poste de travail et je dois me poser n'importe où. Ça, de manière unanime dans les enquêtes, c'est rejeté par les salariés. Anne. Je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas la logique financière et la logique humaine, ça va de pair, dans une entreprise économique. En revanche, c'est de repenser les modèles, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément moins d'espace au global, mais on va peut-être partager des espaces de service avec d'autres sociétés dans les environs. On va peut-être laisser plus d'espace qualitatif, c'est plutôt au profit de la qualité versus la quantité. Donc, on peut réunir ces deux composantes, à la fois financières et humaines. Gardez le micro puisque vous l'avez. Clément vous demande, alors je sais pas, il travaille peut-être à BNP Paribas, est-ce que BNP utilise ou réfléchit à utiliser des espaces pour accueillir les télétravailleurs? Alors oui, moi je peux parler pour BNP Paribas Real Estate, mais le groupe a de toute façon déjà mis en place des espaces qu'on peut réserver dans les différentes entités du groupe. Voilà, avec une connexion, c'est déjà quelque chose qui existe. Là, c'est mis un petit peu entre parenthèses pour la sortie du confinement, parce que c'est une période très particulière. Isabelle. Alors, un sujet pour les directeurs financiers, le coût de l'aménagement n'est que 2% dans le coût d'une personne. Vous avez 70%, c'est le salaire, 10 à 15%, c'est l'immobilier. Après, il y a l'informatique et l'aménagement n'est que 2%. Or, ça peut changer complètement l'efficacité, la productivité et la motivation d'un collaborateur. Emmanuel Léon, il y a des questions directes. Gaspard vous demande, est-ce que l'ESCP prépare les managers de demain au management du télétravail? Et à mon avis, si vous répondez non, vous êtes mal barré. Puis ça comme ça. Hein. Donc oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, de deux manières, d'une certaine façon, puisqu'on a à la fois des cours sur le sujet, des enseignements, moi j'en assume un certain nombre, et puis on a aussi le fait qu'on a vécu, nous, dans l'enseignement, ce que vous avez vécu dans le management, du jour au lendemain, on s'est retrouvés à enseigner à distance avec des équipes de facto virtuelles, puisque réparties par le monde. Moi, j'ai fait des cours asynchrones en ligne pour des étudiants qui étaient répartis dans leur famille entre la Chine et les États-Unis. Donc, on a changé nos manières de fonctionner et les étudiants ont aussi complètement vécu ça de l'intérieur. Donc, c'était autre chose que de partir par petits groupes avec différentes nationalités et de vivre ça en temps réel. Donc, on a à la fois les cours et puis on a aussi ce qu'on vit et on fait des retours aujourd'hui d'expérience sur ce que les étudiants ont déployé, comment ils ont fonctionné, etc. Donc, on avance dessus. Oui. J'ai aussi une question qui rebondit sur ce que vous avez dit à un moment aux États-Unis où il y a eu des logiciels de surveillance qui ont été achetés. Marc vous demande, on parle ici de la limite entre l'autonomie et les libertés individuelles. Le législateur doit-il être saisi sur la question? Et il reformule en disant, faut-il laisser faire ou cadrer les possibilités d'usage, y compris de l'IA dans la surveillance? Ah oui, alors là, on fait une deuxième table ronde directe? Non, on enchaîne.
Bien sûr. En France, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. Non. En France, on ne peut pas. Mais on a techniquement tous les moyens de le faire. Vous parlez avec n'importe quel directeur de l'informatique, de la sécurité, de la cybersurveillance, tout ce que vous voulez. Il peut très bien savoir à quelle heure vous vous connectez, à quelle heure vous vous déconnectez, combien de transactions vous faites, ce que vous faites sur votre ordinateur. Techniquement, on peut. Légalement, on n'a pas le droit. Donc, on est protégé. Demain, avec l'IA, je pense que ça fait partie des réflexions et la France a été un peu fer de lance là-dessus, notamment au sein de Faber Novel. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur le fait de saisir de l'IA d'un point de vue éthique et politique, de s'interroger sur quelle IA veut-on demain, hein, parce que de vous à moi, il n'y a rien de plus bête qu'une intelligence artificielle, donc on a quand même intérêt à surveiller ça de très près. Non. Comme j'ai DRH, je me dis oui, toujours… Exactement, non, mais clairement, la question se pose entre la frontière personnelle et professionnelle. On a vu les lignes ont bougé, donc il y a une vraie réflexion de fond, à la fois du législateur et puis dans les accords d'entreprise, jusqu'où où est-ce qu'on met la ligne. Ce n'est pas une question qu'on m'a posée, mais ça, c'est moi qui vais la poser. Et si vous pouvez répondre rapidement, que je puisse revenir aux questions qu'on nous a posées, puisque vous venez d'évoquer cette question. Avec cet épisode de travail à domicile pendant le confinement, on a vu les lignes bouger entre le professionnel et l'intime. On a parfois vu la cuisine de ses collègues, on a pu commenter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que traditionnellement, l'entreprise était un lieu où, comme vous disiez, on prenait un rôle, on était quelqu'un d'autre. Est-ce que ça veut dire que cette frontière intime-professionnelle va bouger dans les années qui viennent, à votre avis? J'espère pas trop. J'espère pas trop parce qu'il faut séparer quand même les mondes. Il faut séparer les mondes parce que la réalité de cette vie au travail à distance, ça a été quand même l'explosion des inégalités. Ça n'a pas été pareil pour tout le monde. Inégalité de sexe, inégalité de ressources, inégalité de métier, inégalité de secteur d'activité. Donc, il faut espérer qu'on ne soit pas renvoyé à ces inégalités. Je rappelle quand même que l'entreprise, dans un monde où on dit souvent que les choses se défont, l'entreprise est encore un endroit où on fait social ensemble. C'est aussi un lieu de stabilité parce que beaucoup de personnes ont des vies parfois qui peuvent à un moment de la vie être chaotiques et l'entreprise, on se rend compte, est vraiment le pilier, le point d'ancrage. Et effectivement, ce n'est pas sain de mélanger tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire une segmentation entre ce qui se passe au bureau et le lieu. Alors, si je puis me permettre, juste, c'est assez amusant quand même ce qu'on est en train de vivre parce que Dieu sait que les entreprises ont tout fait pour essayer de faire que leurs espaces ressemblent à la maison. Vous êtes chez vous comme si vous étiez à la maison, on fait des espaces comme si on était à la maison, sauf qu'on sait très bien qu'on n'est pas à la maison, mais bon, le caisson de sieste derrière le bureau du manager qui bizarrement n'est jamais utilisé dans la culture française, ce genre de choses un petit peu. Et là, brusquement, parce que le travail s'est invité à la maison et non pas comme on le faisait d'habitude, c'est-à-dire du télétravail en débordement, donc je travaille en plus de mon travail au bureau à la maison, mais là j'ouvre ma maison, on se dit ah non mais finalement… il va falloir refaire des frontières. Donc, je trouve la question intéressante. Aurélie nous demande comment faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs, parfois difficiles, avec plusieurs jours de télétravail par semaine. Question. On est en train de mettre en place un séminaire d'intégration digitale du fait du contexte. Et je pense que c'est un point d'attention parce que qu'est-ce qui fait que ça a relativement bien fonctionné, j'allais dire, dans le contexte contraint qu'on a tous connu, c'est que le ciment de la culture, l'engagement était déjà présent. C'est vrai que pour ceux qui ont pris des fonctions dans cette période de confinement, ça a été quand même beaucoup plus difficile. Donc, il faut s'assurer qu'il y a bien des étapes d'intégration, à la fois des étapes hybrides, toujours digitales et physiques, pour bien s'assurer que l'intégration se passe le mieux possible. Emmanuel Léon, un mot. Et si je puis me permettre, il y a les gens qui ont changé de fonction, mais il y a aussi tous les jeunes étudiants qui rejoignent les entreprises avec plus ou moins de difficultés, parce qu'il y a plein de choses qui ont été annulées, décalées, et qui s'interrogent. Donc, pour revenir à la question qui m'a été posée, oui, nous formons également nos étudiants à comment démarrer à distance. C'est quoi les bonnes pratiques? C'est important pour que les entreprises continuent bien de prendre des stagiaires et des alternants. Là, il y a une petite période où forcément, on gère le déconfinement, mais il y a vraiment un rôle social des entreprises et notamment des grandes entreprises de continuer de former ces jeunes et de leur mettre le pied à l'étrier. Il nous reste environ 1 minute et je ne résiste pas au plaisir de vous citer la question de Gaspard. Pense-t-on vraiment que 2 mois de crise vont changer des siècles d'habitudes et de méthodes de travail? Moi, j'espère bien.
parce qu'il faut en tirer les leçons. Et en plus, il y a tellement de bonnes choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de souffrances et de coupures, mais il y a eu aussi des enseignements très intéressants. Et c'est important que chaque entreprise réfléchisse à ça et fasse son modèle. Merci beaucoup. Alors, je vais vous reciter quand même toutes. Voilà, pour une fois, le féminin l'emportera. Anne Dumanoir, vous êtes directrice des ressources humaines de BNP Real Estate. Isabelle de Ponfilly, vous êtes directrice de Vita France. Emmanuel Léon, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Et Jean-Claude Bastien, vous êtes directeur général délégué de Nexity Solutions Entreprises. Je vous remercie tous les quatre d'être venus. Ça a été très agréable d'être minoritaire à une table ronde, je voulais le dire. Et je voulais surtout dire à Caroline qui nous demandait que doivent mettre en place les entreprises pour manager la motivation, l'engagement de leurs collaborateurs en télétravail, qu'elle pourra revenir le 1er juillet pour la prochaine conférence qui est intitulée « Faire vivre un collectif et maintenir l'engagement ». Et le 8 juillet, la dernière conférence sera de l'urgence à la pérennité, saisir la crise comme une opportunité pour réinventer nos espaces et méthodes de travail. Voilà, sinon vous avez tout sur le site riskspace.fr ou sur LinkedIn. Merci, au revoir.